Elle ne voulait pas être riche, elle ne voulait pas briller, elle ne rêvait même pas de luxure, elle voulait juste manger à sa faim. C'est de ça dont il est question dans l'épisode d'aujourd'hui, des choix, des mauvais choix, des rencontres, pas toujours les bonnes, que l'on peut faire et qui peuvent nous conduire à notre perte. Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Au cœur des phases. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sonia, qui a accepté de me faire confiance pour nous raconter son histoire, qui l'a conduit jusqu'à la case prison. Bonjour Sonia, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté de venir au micro d'Au cœur des phases. Merci pour ta confiance. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Donc moi je m'appelle Sonia, j'ai 30 ans aujourd'hui. Je suis issue d'un quartier de la Seine-Saint-Denis, d'une tour HLM au 14e étage. Issue d'une famille musulmane très pratiquante. J'ai grandi sans frère, un père absent. Donc ma mère a fait tout ce qu'elle a pu pour mes sœurs et moi. Et donc voilà. Et j'en suis là aujourd'hui pour raconter mon histoire. Merci encore une fois, je sais que c'est pas évident. Tout va bien se passer, on est entre nous. Alors, si on revient à ton enfance que tu as évoquée, si tu devais la résumer en une seule phrase, laquelle serait-elle? La faim. La faim, F-A-I-M. Vraiment la faim dans tout son sens. Tu as le sentiment d'avoir manqué de nourriture avec tes sœurs? J'ai manqué de tout. J'ai manqué de nourriture, de moments de bonheur. J'ai manqué de la présence de ma mère parce qu'elle travaillait tout le temps pour remplir nos assiettes. J'ai manqué de père. J'ai pas eu de frère. Je ne me souviens pas de bons moments de mon enfance. Et justement, comme tu parles de la faim, qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là et à quel âge pour essayer de pallier à ce manque-là? Bah, malheureusement, j'ai pallié à ce manque-là de la mauvaise manière. Et j'avais 24 ans. 24 ans. Si on fait un peu une rétrospective, avant d'arriver à 24 ans où tu es déjà adulte, tu as parlé d'avoir grandi dans une famille musulmane, notamment avec ta mère seule. Très vite, tu as été mariée aussi. Est-ce qu'on peut revenir à à ce moment-là? Donc, c'est vrai que c'était très difficile pour ma mère. Donc, je me suis mariée à 18 ans. C'était une bouche en moins à nourrir, je pense, une responsabilité en moins. Et c'était sa manière peut-être de nous protéger ou de nous sauver de notre environnement, de là où on a grandi. Donc, effectivement, je me suis mariée à 18 ans. Un mariage arrangé avec un homme qui avait 12 ans de plus que moi. On est de la même origine, mais c'est quelqu'un du pays, donc nous n'avons jamais eu les mêmes envies, les mêmes besoins, la même vision de la vie. Mais par dépit et c'est par choix de ma mère, je me suis mariée effectivement à 18 ans. C'était pas forcément mon envie, mais Et quand ta mère, elle te parle de ce mariage qui arrive, de cette idée qu'elle a, de mariage forcé, comment tu réagis déjà pour commencer? j'ai pas trop le choix. J'ai pas mon mot à dire. Je pense plus à elle qu'à moi à ce moment-là. Je me dis c'est peut-être la solution pour sortir de là, pour commencer à vivre. On survivait. On survivait au 14e étage d'une tour d'HLM. On voyait très peu ma mère. Elle travaillait tout le temps. Et c'est vrai que elle nous a un petit peu embelli. Elle m'a un petit peu embelli le mariage. Et puis je me suis dit ça peut pas être pire que ce que je vis actuellement. Donc Donc tu dis je me ok, lance dans l'aventure. tu te lances dans l'aventure. Et comment elle démarre cette aventure? D'abord la cérémonie, est-ce que tu te souviens peut-être d'un moment joyeux, d'un moment où tu es le centre de l'attention, qui te fait plaisir, avec peut-être un festin aussi que tu connais pas au quotidien? C'est vrai que nous, les musulmans, on est un peu dans l'extravagance de nos mariages. Je me souviens, oui, oui, effectivement, toute la famille autour, plein de paillettes, plein de strass, de la musique pendant 7 jours, plein de monde que je vois pas forcément, mais je me vois pas moi. Je me sens seule, je me sens incomprise. J'ai ce doute à qui je ne peux pas, je ne peux en parler à personne. J'ai cette tristesse et cette peur en me disant je me lance dans un vide que je connais pas. Je me lance dans une aventure qui ne me plaît pas forcément. Mais je souris hypocritement. Je garde un visage figé
Et je suis la poupée à ce moment-là. Je suis une poupée habillée, maquillée, qui fait ce qu'on lui dit de faire. Tu as parlé de tes sœurs, notamment en introduction. Est-ce que tu es la première à partir en mariage? Je suis effectivement, je ne suis pas la plus grande, mais je suis la première à partir en mariage. Peut-être la plus courageuse ou peut-être la plus courageuse. Ok, donc entre guillemets, tu ouvres le bal. Exactement. Ok. Et une fois mariée, comment ça se passe, cette nouvelle vie de maritale, finalement, avec ton époux? Bah, rien à voir avec ce qu'on m'a embelli, à ce qu'on m'a expliqué, à ce qu'on m'a... C'est vraiment une vie très dure. Je me suis pas du tout adaptée. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi, donc j'étais un petit peu la marionnette. La petite femme de ménage, la petite cuisinière, celle qui doit obéir à tout, celle qui ne doit pas donner son avis, parce que les mentalités, les traditions et les coutumes font que la femme est soumise à l'homme et qu'elle n'a pas forcément son mot à dire. Donc je suis très très malheureuse, mais encore une fois, je garde ce sourire figé pour paraître devant les gens. Vous êtes restée en région parisienne? Malheureusement, non. Je me suis mariée à l'étranger. Je pensais revenir pour lui faire ses papiers et en fait, j'ai été bloquée là-bas pendant quelques années. Donc tu es à l'étranger, ta famille est restée en France, ta mère et tes sœurs. Donc il y a la distance géographique qui se crée. Exactement. Est-ce que la distance dans les relations aussi se crée? Géographique, la barrière de la langue. Je suis française, donc c'est vrai que je parlais ma langue natale, mais je la comprenais pas forcément. Je la comprenais pas forcément bien. Je comprenais pas les sous-entendus, les on-dit. La barrière de la langue était très 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 difficile pour moi. L'alimentaire aussi, parce que je ne mangeais pas forcément là-bas ce qu'on mange ici. J'avais plus d'amis, plus de repères, plus de famille. Et encore une fois, je me sentais seule. Combien de temps dure ce mariage et à partir de quel moment vraiment tu sens que ça va pas être possible et qu'il faut que tu prennes des décisions? Ça n'a pas fonctionné dès le début. J'ai tenu bon pendant 4 ans. 4 très longues années qui m'ont paru interminables. Dès le début, en fait, dès le début, je savais que je me perdais. Je m'effaçais, je n'existais plus. Donc, j'ai pris la décision seule. Je n'ai pas eu le soutien de mes parents, je n'ai pas eu le soutien de ma famille. J'ai vraiment été émancipée et déracinée de tout, de tout, de tout soutien, pardon, au moment où j'ai pris ma décision. 4 ans après, j'ai décidé de partir. Et quand tu décides de partir, 4 ans après, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il y a eu l'arrivée d'enfants au sein de ce Exactement. mariage. Donc tu as 3 enfants à ce moment-là et tu prends la décision quand même de partir. Sans revenu, tu ne travaillais pas, j'imagine. Non. Et est-ce que tu organises quand même ce départ en te disant il faut quand même que j'ai un certain pouvoir d'achat, peut-être un contact qui va m'aider quand je vais essayer de revenir en France, que je ne sois pas sans rien? Comment tu organises aussi le départ de tes enfants? Ton mari te laisse partir avec eux? Comment ça se passe tout ça? Mon départ a été déclenché par ma grossesse. Donc, je vivais un calvaire et un enfer. J'avais encore faim, encore plus faim. J'étais une femme battue. J'étais incomprise et j'avais personne à qui parler. Ma dernière grossesse m'a fait prendre conscience que je ne pouvais pas faire grandir mes enfants dans l'état où je suis, dans cette situation-là. C'était impossible, inconcevable. Ce que moi j'ai vécu, j'avais pas le droit de le faire vivre à mes enfants. C'est pas un héritage que je peux leur donner. Donc j'ai décidé de partir du jour au lendemain. Donc effectivement, j'avais pas de travail, pas de qualification, pas de diplôme, pas d'argent. Ma mère m'avait tourné le dos. Mes sœurs n'étaient pas présentes forcément, ne comprenaient pas pourquoi, du comment, du jour au lendemain, alors que j'ai essayé plusieurs fois auparavant de tirer la sonnette d'alarme. Et j'ai pris mes enfants, j'ai claqué la porte et je suis partie.
Effectivement, j'avais cette peur de l'inconnu parce que j'étais plus toute seule, mais, mais je savais que l'avenir devait être meilleur. C'était pas possible de continuer ainsi. Donc j'ai dormi sous les ponts, j'ai dormi dehors, je suis partie frapper à la porte du Secours catholique, des Restos du Cœur. Plusieurs personnes étrangères m'ont aidée, mais ça n'a pas été facile au début, en effet. Donc tout ça, quand tu parles des Restos du Cœur, du Secours catholique, c'est à ton retour en France. Exactement. Là, tu as 24 ans, tu as 3 enfants en bas âge et tu te dis, coûte que coûte, il faut que je trace ma route et je vais m'en sortir. Est-ce que ça se passe tel que tu l'as imaginé? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que, encore une fois, on a tous un idéal de vie, on a tous des envies, on a tous des ambitions, mais la réalité m'a rattrapée. Tu parles d'envie et d'ambition et j'aime beaucoup ces termes-là parce qu'on est là aussi pour ça aujourd'hui. L'objectif, et tu me l'as dit en introduction, c'est que ton récit puisse impacter les personnes qui ont écouté cet épisode et notamment les plus jeunes générations. Quand tu parles d'envie et d'ambition, toi, elle était relativement terre à terre. Tu voulais ne plus avoir faim. C'est le fil rouge de cet épisode. Tu n'avais pas des grandes ambitions comme on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de strass, de paillettes, de célébrités. Tout ce que tu voulais, c'est avoir de quoi manger et de quoi nourrir tes enfants. Et donc, par cette envie viscérale, en tant que mère, tu as dû faire des choix. Tout à fait. Tu as rencontré certaines personnes. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur cette rencontre qui a été décisive, mais dans le mauvais sens du terme? Je me permets, avant de revenir sur la rencontre décisive, l'élément déclencheur qui a basculé ma vie, je voudrais revenir sur un petit point pour vraiment ne pas avoir de jugement et qu'on comprenne. En fait, il n'y a pas d'explication, mais pour qu'on comprenne pourquoi j'en suis arrivée à là. Je t'en prie, vas-y. Quand je parlais de faim, c'est vraiment la faim au sens propre. C'est-à-dire que au 10 du mois, c'était riz blanc ou pâte au beurre parce que ma mère n'avait plus assez les moyens pour nous acheter du cordon bleu ou des poissons panés. Quand je dis faim, c'est-à-dire que on mangeait de la viande une fois par semaine. Quand je dis faim, c'est que quand j'ouvre le frigo, je me dispute avec mes sœurs qui va manger le yaourt parce que elle en a acheté que 6 et qu'il n'y avait pas assez ou la promotion était finie pour en acheter d'autres. Quand je dis faim, c'est vraiment, j'allais au resto, je me souvenais pas être allée au resto avec ma mère ou mes sœurs. C'était les McDo après-midi anniversaire quand mes copines m'invitaient. Quand je dis faim, je me souvenais pas que ma mère m'ait acheté des vêtements. Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais pas la plus grande. Donc ma mère achetait des vêtements à ma grande sœur et donc on se faisait la passation, qu'ils soient déchirés ou pas, ou abîmés, ou c'était peut-être plus la mode, mais on n'avait pas le choix. On ne devait pas sortir tout nu, on devait s'habiller. Quand je dis faim, c'est que j'avais pas forcément ma paire de baskets toute neuve comme tous les camarades en début d'année scolaire. Quand je dis faim, c'est les stylos de ma sœur, c'est moi qui les prenais, et puis les moqueries à l'école, et puis encore une fois, un père absent qui n'était pas forcément investi ni dans la scolarité, ni dans le côté financier, ni les vacances. Les vacances, c'est un grand mot. Les vacances, c'était en bas de la cité avec un ballon et une bouteille d'eau qu'on devait remonter pour la re-remplir pour le lendemain et la semaine d'après et le mois d'après. La faim, c'est vraiment le mot qui a tout fait basculer dans ma vie. Et malgré ça, tu reconnais que ta mère, en étant femme seule, mère seule, elle a fait tout ce qu'elle a pu avec les moyens qui étaient les siens pour vous élever, tes sœurs et toi. Est-ce que tu as des souvenirs avec ton père? Si tu veux nous en dire un peu plus, est-ce qu'il a été présent à un moment donné avant de peut-être s'effacer? Mon père, je pense qu'il n'a jamais vraiment accepté le fait d'être papa. Il était là parce que c'était un géniteur, mais sans plus. Mon père était très égoïste, il vivait pour lui. Donc quand on le voyait de temps en temps, il était toujours bien habillé, petites lunettes de soleil, petite montre au poignet. Il venait nous chercher en voiture. C'est les seuls moments de mon enfance où je me souviens monter dans une voiture.
Et c'est vrai que on essayait un petit peu de notre jeune âge, lui dire je veux bien que tu m'achètes une paire de chaussures, je veux bien un jean Levi's. À l'époque, c'était ça la mode. J'avais quoi? J'avais 15-16 ans. Je veux bien un cartable Spike, des choses vraiment simples, basiques d'une collégienne. Mais c'est ça, que tous les autres avaient Que facilement. tous les autres avaient. Et puis le mot fétiche de mon père, c'était non. Non, plus tard. Non, j'ai pas. Donc il avait pour les autres, mais il n'avait pas pour nous. À ce moment-là, c'est vrai que je comprenais pas forcément. Je contredis ce que tu dis, mais j'en voulais à ma mère. J'en voulais à ma mère d'avoir fait le mauvais choix. J'en voulais à ma mère d'être dans cette situation de moquerie vis-à-vis de mes camarades, de faim, parce que j'en avais marre de manger du riz blanc. J'en avais marre et c'était option gruyère. Quand c'était la fête, on savait que ma mère, elle avait sa paye. On avait du gruyère sur les pâtes. J'en voulais à ma mère de m'habiller, de reprendre tout le temps les vêtements de ma grande sœur. J'en voulais à ma mère de ne pas avoir ma paire de baskets en début d'année scolaire. J'en voulais à ma mère à ce moment-là. Et donc peut-être que ça explique aussi le fait que sans être l'aîné, tu aies pris cette décision-là, enfin en tout cas tu as accepté sa décision qui a été de t'envoyer en mariage avec un homme qui avait un tel écart avec toi. Avec moi. Je pensais que c'était ma clé de sortie. Donc je me suis trompée, mais je devais prendre cette décision parce que j'en voulais à tout le monde d'être dans cette pauvreté, de ne pas être comme les autres. Je n'étais pas comme les autres. Je n'ai jamais été comme les autres. J'ai vécu effectivement dans un HLM, mais j'avais l'impression que personne n'était comme nous. Je ne sais pas comment vraiment t'expliquer les choses, mais j'étais pas comme mes copines. J'étais pas comme mes camarades. Déjà la différence. Exactement. Et donc si on revient effectivement maintenant que tu nous as bien détaillé ton quotidien et ce qui a été dans ton histoire, dans ton parcours un fil rouge, cette faim, ce désir de ne plus avoir faim justement, et qu'on arrive finalement à cette rencontre. Donc cette rencontre effectivement a basculé complètement ma vie. J'étais dans l'impatience, j'étais pressée. J'avais cette haine et cette rage de vouloir changer ma vie, mon destin. Et quand je dis mon destin, c'est celui de mes enfants. Je ne voulais vraiment pas que mes enfants grandissent comme j'ai grandi. Je ne voulais qu'ils manquaient de rien, mais quand je dis de rien, c'est de faim. Je voulais que l'assiette soit remplie. Je voulais qu'ils mangent 5 fruits et légumes par jour. Je voulais qu'ils aient leur paire de chaussures à la rentrée. Et je ne voulais pas faire les brocantes ou les fonds de poubelle pour les nourrir. Donc ce soir-là, je suis partie à un entretien. J'avais mes enfants, ma mère me les gardait. Je suis partie à un entretien d'embauche. C'était serveuse dans un restaurant. C'était pas un bar, c'était pas une discothèque, c'était un simple restaurant sur Paris. Donc je m'habille assez classe. Je me maquille, je mets mes petits talons. Mes petits talons que j'ai achetés pour l'occasion. Parce que j'étais maman débordée. Et que je ne savais pas forcément par quoi commencer. Donc je vois cette annonce, je vais à l'entretien, et là je rencontre une personne qui a complètement changé ma vie. C'est une personne qui m'a dit sur le coup, je vois un potentiel en toi qui n'est pas fait pour ce boulot. C'est un homme et une femme, pardon. C'est un homme. C'est un homme. Il m'a dit, j'ai beaucoup mieux à te proposer. Qu'est-ce que tu attends ? De quoi tu as besoin? Donc moi, sur le coup, naïve comme je suis, j'ai besoin de travailler. Oui, mais travailler pour quoi? Pour nourrir mes enfants. Il m'a dit juste ça. Je dis, sur le coup, je comprends pas, donc je vais pour travailler. Donc oui, mon but, à ce moment-là, c'était de remplir l'assiette de mes enfants. Et là, ce jour-là, je suis désolée, hein, j'en perds mes mots, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, donc ça me fait remonter des souvenirs. Et à ce moment-là, je deviens une princesse. Je deviens une princesse où tout est permis. Tout est permis.
La table se dresse, poisson, viande, poulet. On me donne le choix de choisir ce que je veux. Le mot non n'existe pas. Le mot peut-être n'est pas dans la conversation. Le mot j'ai pas, attends ne s'emploie pas. Et en fait, je deviens la princesse qui a accès à tout et qui a le droit à tout. Tu vas me dire, mais comment? En un entretien. Comment c'est possible? C'était ma question. Je me C'était dis, là, ta- je n'arrive pas à suivre. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment Donc au à ce cours de cet moment-là, entretien? on me propose beaucoup d'argent, facilement, c'est les mots employés par cette personne, et rapidement. Il te donne un montant? Il me donne un montant de 1 000 € par jour. Waouh. Donc 1 000 € par jour, c'était le salaire que je pouvais avoir en un mois en tant que serveuse. Donc j'y crois pas forcément, mais je demande plus d'explications. Monsieur a attiré mon intention. Et dans tous les mots qu'il a pu employer, il y a un mot qui sort tout le temps et qui m'a vraiment impacté dans ma décision, c'est rapidement. J'étais dans l'impatience, j'étais impatiente, je voulais les choses vite, je voulais les choses pas en grand, encore une fois. Je ne rêvais pas de luxure, de maison à Dubaï, de sac Chanel, je ne rêvais pas de soirée bling-bling, de paillettes. J'étais juste une maman qui voulait faire de l'argent rapidement. Et le mot rapide m'a vraiment impacté, m'a attiré mon intention. Et donc malheureusement, à ce moment-là, j'ai plongé dans la prostitution. Je suis devenue escorte. Je ne connaissais rien de tout ça. J'ai vite appris. J'étais ambitieuse, j'étais pressée et mon destin a basculé à ce moment-là. Alors, ton destin bascule à ce moment-là. Tu nous as donné la chute et donc le parcours qui devient le tien. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu plus concrètement entre ce moment-là, précisément au restaurant, cette rencontre, ce salaire, entre guillemets, qu'on te propose de 1 000 € par jour, et ensuite le passage à l'action? Toi, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe et à quel moment tu dis « Ok, j'y vais ». Ça va être rapide, ça va être facile, entre guillemets, mais j'y vais. L'information n'a pas eu le temps de monter à mon cerveau. Parce que du moment où cette personne m'a proposé la chose, il y a peut-être eu 2-3 heures après, j'étais déjà avec mon premier client. C'est pas vrai. Si. En fait, il m'a pas laissé le temps de digérer l'information. C'est pas comme si je signais un contrat et que je rentrais avec, j'avais le temps de le lire et puis je me dis j'accepte ou j'accepte pas. La proposition a été faite à 23 heures. À 4 heures du matin, j'étais déjà sur un site de rencontre et j'étais dans ma première chambre d'hôtel avec un client. Et avant d'aller à cet entretien, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu laisses tes enfants à ta mère pour lui dire « je vais à cet entretien ». Donc tu rentres et tu lui dis « j'ai été prise au resto, maman, je commence ce soir ». Donc je n'ai pas le temps de rentrer. Cette personne-là m'accapare. Et en fait, sur le coup, je ne le voyais pas forcément venir, mais à partir de 23 heures ce jour-là, je n'étais plus décisionnaire de ma vie. Je ne décidais plus de rien. Et je suis rentrée peut-être 3-4 jours après chez moi. J'avais pas le temps de rentrer. Donc à ce moment-là, je passe dans un appartement. On me maquille, on me pomponne, on me donne une petite robe, des petits talons aiguilles et on me briefe rapidement. Et comme je t'ai dit, je me retrouve le soir même dans une chambre d'hôtel. J'appelle ma mère, excuse-moi. Non, je t'en prie. Et je lui dis, j'ai été prise, je dois commencer le service pour un essai. C'était ce qu'on m'avait dit de dire, donc je le dis, et puis les choses s'enchaînent. Elles s'enchaînent, j'ai pas le temps de réfléchir, je dois juste agir. Et quand tu dis « j'arrive dans cette chambre, on me maquille, on me briefe », il y a une équipe, il y a un setup, des vêtements, des chaussures qui t'attendent, ou c'est vraiment quelque chose d'un petit peu, c'est juste une fille, juste une chambre et c'est très rapide? Non, c'est vraiment, après avec le temps, je me suis rendu compte que je suis rentrée dans un réseau de prostitution. Il y avait un MAC, il y avait des filles qui étaient déjà là, qui sont rentrées de la même manière que moi ou autrement. Mais c'est tout un réseau bien ficelé, bien rodé. Tout est programmé, tout est calculé tout est calculé au millimètre près. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Je rentre dans un monde inconnu
où je fais ce qu'on me dit. Donc je reviens au même adjectif, je suis une marionnette. Et donc, combien de temps ça dure, cette période-là? Cette période-là dure 1 an. 1 an où je ne prends pas goût à ce que je fais. 1 an où je culpabilise de ce que je fais. 1 an où je fais énormément d'argent rapidement, mais pas facilement. 1 an où je me sens sale, où je mets des heures à me doucher sans être propre. 1 an où je ne vois plus trop mes enfants. 1 an où j'ai peur. Je suis dans un réseau où je ne suis plus décisionnaire de mon destin. Je ne suis plus décisionnaire de mes faits et gestes. Je n'ai plus accès à mon emploi du temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer, quand ça peut se passer. 1 an où je n'ai plus accès librement à mon téléphone portable. 1 an où je suis accompagnée chez moi et on me redépose chez moi et on me ramène chez moi. 1 an où c'est moi qui fais les choses, mais pas pour moi. Et ta mère finit-elle par s'en rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche? Ma mère ne se rend pas compte forcément des choses tout de suite, parce qu'encore une fois, je suis dans un réseau professionnel très ficelé. Je suis maquée, je suis une escorte, une prostituée parmi tant d'autres. Et en fait, je pense que tout est bien rodé chez eux, tout est calculé. Donc on me dicte ce que je dois faire. On me dit ce que je dois faire et on me dit quand je dois faire. Donc en vrai, ma mère ne se rend pas compte tout de suite parce que elle a du boulot à côté. Elle garde mes enfants, elle s'occupe de mes enfants. Effectivement, j'envoie de l'argent parce que c'était mon but premier. Donc quand je vois mes enfants habillés et qui n'ont pas faim, je plonge la tête en premier et je continue dans ce que je fais. Ça ne me plaît pas forcément, ça ne me plaît pas du tout, mais je vois mes enfants au bout. C'est eux qui m'ont donné cette force et ce courage de continuer 1 an, mais c'est eux qui m'ont... C'est pas une force, c'est un courage, hein. Je m'exprime mal, excusez-moi. Mais je pense que c'est mes enfants qui m'ont fait plonger dans ça et c'est eux qui m'ont fait sortir de là. J'imagine que ça n'a pas été simple, mais est-ce que tu peux nous dire quel a été le déclic qui t'a poussé à tout arrêter? Le déclic qui m'a poussé à tout arrêter, malheureusement, c'est la casse-prison. Un soir, une dispute éclate dans un appartement avec un client qui est assez alcoolisé et drogué. À ce moment-là, les voisins, avec tout le bruit qui se passe autour, les voisins appellent la police. Je me fais interpeller et je passe devant le juge. Comparaison immédiate, casse-prison. Et mon chef d'inculpation était proxénétisme aggravé. Aggravé de quoi? Il y avait des mineurs dans l'appartement, il y avait plusieurs personnes. Et quand je te dis mineurs, c'était, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est un groupe de proxénétisme. Il y avait des petites jeunes de 15-16 ans. 15 ans, 16 ans, dans un réseau d'escorte et de prostitution. Et quand tu les entends parler, elles te disent « moi je veux un sac Louis Vuitton. Moi je veux la vie de Dubaï. Je veux fréquenter les grands hôtels. Je veux voyager. Je veux un sac Hermès. Je veux une bague Cartier. » Et en fait, elles sont tellement dans le paraître des réseaux sociaux. Elles sont tellement elles sont tellement ancrées dans la vie quotidienne c'est pas ma fin. Moi, je suis rentrée dans ça pour vraiment la fin. Elles, c'est vraiment pour la luxure, les strass, les paillettes. Elles veulent faire comme une telle influenceuse ou comme tel influenceur. Elles font ça pour un dernier téléphone. Moi, je veux le dernier iPhone. Moi, je veux aller manger là, je veux Instagrammer là, je veux Snapchatter là. Et en fait, ça me peinait tellement de voir ces petits de 15-16 ans. Je me posais la question, mais et tes parents? Mais moi, je veux faire comme un tel, et je veux faire comme tel, et je veux voyager là. Et en fait, les réseaux sociaux les ont tellement influencés, c'est tellement mensonger que ces petites vendent leur corps
à des hommes sales, à des hommes drogués, à des hommes alcoolisés. Ces filles-là se font frapper, ces filles-là se font obliger. Mais quand je te dis, c'est des petites de 15-16 ans qui n'ont pas fini leurs études, qui se font frapper pour un sac ou une paire de chaussures. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc je me fais arrêter. Je fais 72 heures de garde à vue. Je passe en comparution immédiate devant le juge. Et je suis incarcérée en maison d'arrêt pour 1 an. 1 an de mandat de dépôt renouvelable. Le temps de l'instruction. Donc je me fais incarcérer pas en région parisienne, dans une maison d'arrêt très loin de chez moi. Et donc... À ce moment-là, tu percutes ce qui t'arrive vraiment, quelle va devenir ta vie entre te faire arrêter dans cette chambre d'hôtel, le mandat de dépôt, comparution immédiate, le jugement pour 1 an. Je rappelle, tu as quand même 3 enfants en bas âge. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta tête à ce moment-là? À quel moment tu décroches ton téléphone pour dire à ta mère, en fait, là, je ne vais pas revenir, voilà ce qui m'arrive? Est-ce que tu le fais, ça? Sur le moment, bah non, parce qu'on n'a pas de téléphone en prison. J'avais pas eu le droit à mon coup de fil. J'avais pas d'avocat, je ne connaissais pas, j'avais un casier judiciaire vierge avant, donc je ne savais pas ce que c'était un commissariat, je ne savais pas ce que c'était un tribunal, je ne savais pas ce que c'était la prison. Donc je suis complètement perdue, anéantie, je n'ai plus de larmes à pleurer. Et en fait, je pensais à mes enfants et à ce qu'ils allaient devenir. Donc quelques temps après, quand je te dis quelques temps, c'est 2 semaines après, un petit ange est descendu du ciel et m'a redonné espoir. Cette petite ange, c'est mon avocate. Une avocate qui m'a été envoyée par ces personnes-là. Du réseau de proxénétisme? Du réseau de prostitution, effectivement. Parce que, encore une fois, j'étais une marionnette parmi tant d'autres. Et j'avais un discours que je devais dire, un texte que je devais apprendre et une histoire que la justice devait croire. Parce que je n'étais que prostituée. Et la prostitution est légale en France. C'est le proxénétisme qui est puni par la loi. Alors attends, juste pour qu'on comprenne bien, entre ce moment-là où tu te fais arrêter Oui. et le pitch, entre guillemets, que tu connais, qu'on t'a dit de réciter, est-ce que ça, on t'en a parlé avant comme une option potentielle en te disant, si un jour, voilà, ça finit mal, si un jour tu te fais arrêter, voilà ce que tu diras, ou est-ce que eux, ils arrivent à rentrer en contact avec toi malgré que tu n'aies pas eu le droit à ce coup de fil? Comment ça se passe? En fait, il faut savoir, quand je suis rentrée dans ce réseau de prostitution, comme je t'ai dit tout à l'heure, on me dicte ce que je dois dire et ce que je dois faire. On m'a dicté dès l'entrée qu'en cas d'interpellation ou en cas de problème, ce que je devais faire. Faire, c'est-à-dire garder le silence en attendant qu'on m'envoie la personne adéquate, donc l'avocate. Donc, ils avaient vraiment pensé à tout. Ils avaient pensé à tout. Quand je te dis que c'est un réseau de prostitution vraiment ficelé, professionnel, c'est que ça peut se passer dans l'appartement à côté de toi sans que tu le saches. Ça peut se passer, une de tes voisines ou une de tes copines du collège peut être escorte sans que tu le saches. C'est vraiment tout est calculé. Et donc, rien n'est laissé au hasard, pas même le fait d'envoyer un avocat en cas de problème. Et c'est ce qui t'est arrivé. Tout à fait. Donc, pourquoi 72 heures de garde à vue? C'est 24 heures, 48 heures. 72 heures de garde à vue parce qu'en fait, j'ai gardé le silence pendant toute ma durée de garde à vue. Je ne voulais ni avocat commis d'office, ni visite médicale, ni coup de fil. J'ai délaissé tous mes droits parce que c'est ce qu'on m'a obligé de faire, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et donc, la police a essayé de me faire craquer. Et puis, au bout de 72 heures, vu qu'ils n'ont rien pu en tirer, je suis passée directement à la case prison. Mais tu vas me dire pourquoi autant d'investissement?
En fait, un réseau de prostitution, quand on dit que c'est un réseau, c'est-à-dire que il y a des menaces derrière, il y a du chantage. Ils savaient où j'habitais, ils connaissaient ma vie, ils avaient la photo de mes enfants, ils savaient à quelle école ils y allaient, ils connaissaient l'itinéraire de mes sœurs, ils savaient où habitait mon père. Donc le calcul est vite fait. C'est une honte chez nous. C'est quelque chose d'inconcevable dans nos traditions, nos coutumes, de se dire qu'une fille se prostitue. Donc par honte et par peur, j'ai dû faire ce qu'on m'a demandé de faire. La peur qui était la tienne, c'était qu'ils finissent par révéler, par contacter les tiens et leur dire quel était ton quotidien. C'est C'est ça. ça. Cette peur-là et la peur de faire du mal à mes enfants. J'ai commencé pour les protéger, pour les mettre bien. C'était pas pour tout détruire en parlant. Donc effectivement, c'était pour me protéger et surtout protéger ma famille. Donc pendant 72 heures, tu t'es murée dans le silence Tout à fait. et ensuite, direction la prison. Effectivement, je me retrouve dans une cellule. Une cellule à 4 lits, mais on est 6 en surpopulation. Je suis la dernière arrivante, donc j'ai un matelas par terre. Je cohabite avec les rats et les souris et les cafards. Je ne mange pas forcément à ma faim. Je ne dors pas forcément correctement. Mais j'ai cet espoir tous les jours au moment où les écrous s'ouvrent, qu'on m'appelle et qu'on me dise libérable. Mais en fait, 2 semaines après, le fameux écrou s'ouvre et on m'appelle. Et en fait, c'est mon avocate. C'est l'avocate qu'on m'a envoyée. Avant de revenir à la rencontre avec ton avocate, pendant ces 2 semaines, tu parles d'une cellule à 6 personnes. Toi, tu es au sol. Comment ça se passe, l'accueil? Comment tu te sens? Comment on te fait te sentir? Est-ce qu'il y a des dialogues entre ces autres femmes et toi? Quels sont les profils? Est-ce que vous échangez sur vos parcours ou pas du tout? En fait, il faut savoir que je suis rentrée dans ce réseau de prostitution pour faire de l'argent, pour faire beaucoup d'argent rapidement. Et en fait, quand on pèse le pour et le contre, l'argent, à ce moment-là, est égal danger. L'argent est égal saleté. L'argent est égal peur. L'argent n'en vaut pas la peine à ce moment-là. À ce moment-là, je regrette chaque centime que j'ai pu faire. Je regrette chaque client que j'ai pu voir. Je regrette chaque message auquel j'ai pu répondre pour donner le tarif de mes prestations. Je regrette à ce moment-là tout l'argent que j'ai pu faire. Et tout l'argent que j'ai pu faire à ce moment-là, il n'était pas à moi. Je n'avais pas accès à cet argent pendant tout ce temps-là de prostitution. Pendant tout ce temps-là où je faisais ces clients, je n'avais pas accès à cet argent. Alors attends, je suis obligée de t'interrompre. Dis-moi. Alors, tu fais tes prestations. Oui. Encore une fois, très concrètement, très basiquement, comment ça se passe? C'est ce qu'on voit dans les séries, dans les films. Il y a le Mac ou quelqu'un qui t'attend à la sortie, tu lui remets l'espèce, il garde tout. Et je sais pas, dis-nous un peu plus. Alors, concrètement, et pour résumer, je suis accompagnée par ce Mac en bas de l'hôtel ou en bas de l'appartement de ce client. J'ai pas de sac, j'ai un téléphone portable et mon corps. Donc, je fais ma prestation et au moment où je remonte dans la voiture, je dois lui remettre l'argent. Encore une fois, je n'ai pas de sac, je n'ai pas où cacher cet argent, je ne peux pas garder une partie, je donne tout. Donc j'ai donné mon corps, j'ai donné mon estime, j'ai donné mon respect, je n'ai plus rien, je suis vide de tout et d'argent également. Il faut savoir que dans un réseau de prostitution, le MAC garde la moitié de ton argent. Mais à ce moment-là, vu que je ne suis pas décisionnaire de mes faits et gestes, je ne suis pas maître de mon planning ou de mon emploi du temps, je ne garde rien. Donc eux, c'était oui, mais t'inquiète pas, t'as besoin de combien? Tiens, 100 €, tiens, 1000 €, tiens, 10 000 € si t'as des trucs à faire. Mais en fait, les grandes sommes que je faisais, le corps que je vendais, je ne bénéficiais pas de cet argent-là. Je ne gardais rien. Donc au moment où je suis en prison, au moment où je suis sur un matelas par terre
à cohabiter avec des rats et des cafards parce que je dors par terre dans une cellule surpeuplée avec une qui est là pour meurtre, l'autre qui est là pour drogue, l'autre qui est là pour séquestration, l'autre qui est là pour X ou Y raison. Je suis pauvre. Je n'ai aucun sou, je n'ai aucun centime, je n'ai aucune nouvelle de ma famille. Je ne sais pas ce qui s'est dit à l'extérieur. Je ne sais pas si ma famille est au courant de ce que je suis ou de ce que je fais. Et en fait, je me dis, je vais mourir là. Et l'avocate arrive. Et cette avocate arrive 2 semaines après. Le même son d'écrou, le même bruit des clés, le même bruit des pas. Et on m'appelle. Donc, je rencontre cette avocate, amaigrie, fatiguée, désespérée, déshydratée. Je n'ai plus de... Je ne suis plus en vie. Tu attends quoi, toi, intérieurement de cette avocate? Forcément de sortir, mais est-ce que tu penses que c'est possible? Après, vu l'ampleur du réseau et vu l'argent que j'ai pu faire et vu l'investissement que j'ai pu donner, je me suis dit, j'en vaux peut-être la peine. On va peut-être me sortir de là rapidement. Je suis peut-être un bon élément parmi tant d'autres, mais j'ai cet espoir de sortir. Un bon élément pour eux, donc tu espères sortir pour retourner auprès de ce réseau. En fait, j'espère sortir. Sur le moment, je te mens pas, j'espère juste sortir. Okay. Je n'ai pas d'autres pensées. Je ne pense plus à l'argent que j'ai fait, que je n'ai plus. Je ne pense plus à cette faim ou cette soif. Je pense juste à sortir. La casse-prison n'est pas facile du tout. Ce n'est absolument pas ce que tu vois dans les films. Ce n'est absolument pas ce que tu peux entendre ou voir. Quand tu vis la casse-prison, tu ne peux pas tomber plus bas. Tu ne peux pas aller plus bas que la casse-prison. Encore une fois, moi, issue d'une famille maghrébine, d'un 14e étage d'un HLM, je ne concevais jamais me voir en prison. Donc à ce moment-là, je vois l'avocate. Elle a une feuille blanche avec un texte bien ficelé. Elle me redit en boucle et en boucle et en boucle plusieurs fois ce que je dois dire. Parce que 3 mois après, je serai. Elle m'a dit, je vais essayer d'avoir un rendez-vous rapide avec ton juge d'instruction pour à ce moment-là m'entendre. Parce qu'on ne m'a pas encore entendu sur les faits. Donc je rentre avec cette feuille-là en cellule. Allongée par terre sur mon matelas, j'apprends mon texte pendant 2 mois. 2 longs mois en attendant mon rendez-vous avec le juge d'instruction. Toujours pas de nouvelles de ta famille pendant ces 2 mois? Pendant ces 2 mois-là, donc mon avocate a essayé de demander la cabine téléphonique parce qu'il faut préenregistrer des numéros de téléphone pour pouvoir les appeler. Faut essayer à ce moment-là de trouver une histoire, embellir l'histoire ou créer une histoire pour pas que ma famille sache pourquoi je suis incarcérée. À ce moment-là, faut garder la tête haute et faire bonne figure pour s'en sortir. Donc à ce moment-là, je suis sous antidépresseur. Je ne mange plus. Je n'ai pas d'argent pour cantiner. Je n'ai pas d'argent pour passer des coups de fil. Et je suis dans une cellule à 6 avec plein d'autres personnes dangereuses et le mot. Parce que quand tu dors par terre et qu'il y en a une sur le lit superposé qui est là pour meurtre et qui a encore 23 ans à faire, tu te dis, est-ce qu'elle va pas m'étrangler dans mon sommeil? Donc tu ne dors plus. À ce moment-là, je ne pense que à sortir. Et donc, 2 mois plus tard, vous parvenez à avoir ce rendez-vous avec le juge. Ce fameux rendez-vous. Tu es enfin entendue? Je suis entendue, mais je suis entendue sur des faits que j'ai appris. Je ne suis pas entendue comme aujourd'hui. Tu me donnes l'occasion de raconter ma vraie histoire. Tu me donnes, et d'ailleurs je te remercie d'essayer d'expliquer aux autres que effectivement on est tous pressés de faire les choses vite et rapidement.
mais la chute est rude, la chute est dure. L'argent, effectivement, est maître de notre quotidien. L'argent ne fait pas le bonheur. Le luxe et ce qu'on voit à la télé ou dans les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Je passerai ma vie, je passerai le reste de ma vie à dire à cette jeunesse qui est influencée par les réseaux sociaux, ou cette jeunesse qui veut faire les choses rapidement et qui n'a pas je ne dis pas qu'il n'a pas la valeur des choses, mais qui est toujours pressé de vouloir tout en grande quantité, que ce n'est pas la réalité. On veut nous faire croire que c'est ça la vie, mais ce n'est pas ça l'essence même de la vie. Et il y a plus à perdre, pardon, Il y a pendant ce chemin. beaucoup. J'ai beaucoup plus perdu que gagné. J'ai vendu mon corps pendant 1 an. Je me suis prostituée pendant 1 an. Et je n'ai absolument rien gagné de cette année. À part me sentir sale, ne plus pouvoir me voir dans une glace, ne plus pouvoir me respecter moi-même, ne plus avoir confiance en moi, je n'ai absolument rien gagné. Pas de sac de luxe, pas de chaussures, pas de dernier iPhone, pas de voyage à Dubaï, je n'ai rien gagné. J'ai été effectivement influencée par la rapidité et l'ampleur de cet argent, mais je n'ai rien gagné. Donc je comprends qu'aujourd'hui, on est dans un monde de m'as-tu vu, de paraître, de luxure, je dément tout ce qu'il y a à la télé. C'est mensonger. J'ai beaucoup perdu. Tu as beaucoup perdu, mais tu as réussi, et c'est ça aussi le message important pour moi aujourd'hui, à trouver une issue finalement, si on revient un petit peu à cet ange gardien ou cette avocate qui t'a redonné confiance d'une certaine manière. Comment tu as réussi justement à lui accorder ta confiance, malgré tout ce qui était bien rodé par le réseau auquel tu appartenais? Comment ensuite, une fois la porte de sortie retrouvée, tu as pu retrouver une once de liberté, si ça a été le cas? Donc j'ai fait confiance à cette avocate parce que pour moi ça a été la personne qui m'a pas que sortie de prison, mais ça a été la personne qui m'a refait naître, qui m'a aidé à me reconstruire. Ça a été une psy, ça a été une mère, ça a été une sœur, ça a été une amie. Elle m'a pas jugée. Elle m'a vraiment aidée pour moi. Donc hormis le réseau, parce que elle me donnait la version que je devais dire, mais la version du réseau, mais elle me donnait aussi, elle me donnait raison. Elle me comprenait, elle se mettait à ma place, elle me jugeait pas. En fait, quand on vit ce que j'ai vécu, on s'auto-juge. On se juge et on s'en veut. On s'en veut et franchement, la vérité, si c'était à refaire, je bannirais le mot argent de mon vocabulaire. J'aurais pris le temps de finir mes études. J'aurais pris le temps de trouver même des petits boulots sans qualification. J'aurais pris le temps de mettre un peu d'argent de côté. J'aurais pris le temps de réfléchir à l'influence et l'impact que ce monde peut avoir sur moi. On a tous nos faiblesses, on a tous des envies, on a tous des besoins. Mais ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous montre à la télé, est complètement faussé par cette envie de nous influencer maladroitement. Donc effectivement, j'ai trouvé une personne devant moi, comme toi aujourd'hui d'ailleurs, qui ne me juge pas sur ce que j'ai pu faire ou sur les erreurs que j'ai pu faire. Chacun a un passé. Absolument. Le mien un peu plus difficile que peut-être d'autres. Et j'espère que ce que je suis en train de dire pourra dissuader beaucoup de jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est des 13 ans, 14 ans, 15 ans, des petites collégiennes. Des petites collégiennes qui veulent aller manger au resto, qui veulent aller fumer une chicha le soir ou qui veulent partir en Espagne en été. J'espère que mon histoire pourra impacter ces petites qui sont complètement dans l'influence des réseaux sociaux. Donc, je sors de là
Je sors après 8 mois d'incarcération. Waouh. Après 8 mois sans voir mes enfants, 8 mois à avoir quelques petites communications téléphoniques parce que la cabine coûte cher, parce que mes parents m'ont tourné le dos. Mes parents m'ont complètement renié, banni de leur existence. Parce que la version qui leur a été racontée n'était pas si belle que ça. Ils ont compris ce qu'il y avait derrière. Effectivement, que la version qu'on a pu leur raconter, ils l'ont cru au début. Ouais. Mais après, mon père a eu accès au parloir, il a eu accès au rapport du juge d'instruction. Il a pu retirer mon dossier, donc ils se sont rendus compte de ce que était vraiment leur fille. Wow. Et honte à moi. Mon père m'a complètement banni du livret de famille. Il m'a dit, c'est vraiment un mot qui m'est resté, qui me reste marqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je t'efface de mon livret de famille. Tu n'existes plus. Et en fait, sur le coup, on se sent effectivement incomprise. Mais je me dis, ils auraient pu quand même être un peu empathiques et comprendre pourquoi j'en suis arrivée à là. Et je leur en voulais parce que pendant toute cette année, ils n'ont pas vu le changement en moi. Ils n'ont pas vu le changement, ils ne se sont pas forcément rendus compte que la petite fille qu'ils ont élevée n'était plus la même. Je sors de là, grâce à cette avocate qui m'a énormément aidée. Je sors de là rebelote. J'ai faim, j'ai pas où aller, je n'ai plus d'enfants. Et dépourvue de tout, livrée à moi-même. Tu n'as plus d'enfants, mais ils sont toujours chez ta maman? À ce moment-là, non. Parce que ma mère n'avait pas le droit de garde. Donc à ce moment-là, mes enfants sont chez leur père. Ils sont chez leur père pendant 8 mois. Sans leur maman, sans avoir de mes nouvelles, sans coup de fil, sans parloir, sans repère. Donc leur père finit par être au courant aussi de ce qui t'arrive? Effectivement. Donc je suis un peu le chat noir de la famille. Et à ce moment-là, donc à l'extérieur, je me dis, mon but premier, c'est vraiment récupérer mes enfants. Et je reviens dans toutes ces péripéties. Je me dis que l'argent n'en vaut pas la chandelle. C'est pas possible de vouloir. En fait, si je pouvais me rendre compte de tout ce qui pouvait m'arriver, tout ce qui aurait pu m'arriver, j'aurais jamais commencé. J'assumerais d'avoir faim. Je préfère avoir faim. Autant avoir la dalle que de vivre ce que j'ai pu vivre. Donc je sors de là. Cette avocate m'aide et me permet de récupérer mes enfants. Mais pour te dire sincèrement, en toute transparence, parce que ça fait très longtemps que je suis pas revenue sur le sujet, je ne suis pas reconstruite. Je ne pourrai jamais me reconstruire. Je ne pourrai jamais oublier ce passage de ma vie. J'essaye de faire bonne figure. J'essaye de vivre au quotidien en essayant d'oublier ce que j'ai fait, mais je ne pourrai jamais me reconstruire. Je n'ai plus le même rapport à l'argent. Je n'ai plus le même rapport à la vie. Je n'ai pas de réseau social. Je ne veux plus être influencée par quoi que ce soit. Ce que je peux donner comme conseil aujourd'hui aux filles, on vit avec notre génération. On est une génération de téléphone, de Snapchat, de Instagram. Je peux comprendre, on va pas se déconnecter du monde actuel. Mais ne vous laissez pas influencer. On nous embellit la réalité. On nous ment sur la réalité. Encore une fois, dans mon réseau de prostitution, il y avait des filles de 15 ans. Excuse-moi, des filles de 15 ans. Elles n'étaient pas physiquement, morphologiquement, elles n'étaient pas finies d'être constituées. Elles étaient là pour un sac, pour une semaine en Espagne ou pour une paire de chaussures. Et comme tu l'as justement dit, toi qui étais plus âgée qu'elle à l'époque, même aujourd'hui, plusieurs années plus tard, tu n'es pas reconstruite. Je ne pourrai jamais me reconstruire. Et la question que je te pose, même si je peux
peut-être présager de la réponse. C'est est-ce que tu t'en veux de tout ça et quelle image, quel rapport tu as à toi-même aujourd'hui? Effectivement, je m'en veux d'avoir commencé. Je m'en veux d'avoir été aussi bête. Franchement, je me sens bête parce que il n'y a pas d'autre terme. Comment j'ai pu être aussi naïve et autant me faire influencer aussi rapidement. Donc effectivement, je m'en veux à moi-même d'avoir embarqué ma famille dans tout ça, d'avoir embarqué mes enfants dans tout ça. Je me dis que le monde est petit et que demain, en grandissant, ils peuvent entendre parler de mon histoire. Leur père pourra leur raconter mon histoire. Un jour, ils pourront me poser la question ou, je sais pas, ils vont grandir et les réseaux sociaux, ils pourront voir peut-être cette vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que je n'assumerai jamais ce que j'ai fait en public. Malheureusement, j'aurais voulu être un peu moins cachée mais en fait pour protéger mes enfants et par peur aussi des représailles parce que ce réseau existe encore. D'autres filles sont peut-être à ma place et au jour d'aujourd'hui, je peux te persuader que je suis sûre que je ne pourrai jamais me reconstruire. C'est une cicatrice ancrée en moi qui pourra jamais guérir. Alors déjà, je te remercie une fois de plus d'avoir accepté de nous raconter ton histoire, cachée ou pas. Merci, parce que le fond du message, il est fort, il est essentiel, vraiment. Donc merci pour ton courage. Et pour revenir à l'après, justement, à la reconstruction, à ta vie, à tes retrouvailles avec tes enfants, parce que je pense que c'est important. J'imagine que ça n'a pas été simple, que ça n'a pas été limpide. Comment vous allez aujourd'hui? Quelle est votre relation? Et tu l'as dit, s'ils apprenaient ton histoire demain, comment tu réagirais? Est-ce que tu assumerais? Je pense que vis-à-vis de mes enfants, oui, j'assumerais. J'assumerai parce que j'ai fait énormément de mal autour de moi. Et si aujourd'hui mon histoire, elle peut impacter des jeunes ou si elle peut dissuader certaines personnes ou leur expliquer pourquoi j'ai commencé et comment j'ai terminé, je pense que oui, j'assumerai, je leur dirai la vérité. Mais encore une fois, je suis maman. Je suis que maman. Et j'ai fait une formation après, j'ai repris un travail, donc je travaille légalement, proprement. J'ai appris la valeur de l'argent. J'économise si j'ai besoin de quelque chose. Je prends goût à ce salaire à la fin du mois qui tombe sur mon compte. Je ne suis pas triste si je suis à découvert parce que je me dis travailler plus, gagner plus, c'est pas grave, t'attendras le mois prochain mon grand. La pauvreté n'est pas une honte. Le fait d'économiser, de savourer le fruit de son travail n'est pas une honte en vrai. Donc j'ai un autre rapport à l'argent. Je vois la vie autrement. Je pense que c'est pas que l'âge qui m'a rendue mature, mais c'est peut-être ce passage-là de ma vie. Et ça m'a permis d'être plus forte et d'avoir un peu plus de bagages pour savoir éduquer mes enfants et de ne pas les faire tomber dans le même piège que moi. Donc je sonne la petite sonnette d'alarme à toute cette jeunesse influencée par ce monde de paraître et de bien-être. Le bien-être, c'est en soi. Le respect, on l'a pour soi. L'estime de soi est très importante. Et je pense que le fait de se contempler dans le miroir et de se dire je suis fière de moi et de ce que je fais, même si ça prend un peu plus de temps que prévu, même si c'est un peu plus long que ce que les autres peuvent faire, ne vous comparez pas aux autres. Chacun sa vie, chacun son vécu, chacun son histoire. Et malheureusement, je ne pourrai jamais oublier ce passage de ma vie dont je ne suis pas fière. Mais pour pas te mentir, je suis fière de là où je suis aujourd'hui. Et tu peux, ce que ne voient pas les personnes qui vont regarder cette vidéo ou qui vont écouter cet épisode en podcast, je pense que ça s'entend quand même, c'est que moi j'ai eu la chance malgré ton histoire difficile, lourde de sens, on l'a dit, c'est ton sourire et franchement merci pour ça. Parce que tu as eu un sourire pendant tout notre échange et je pense que ça demande une certaine force, une certaine résilience aussi.
Et je suis hyper admirative de tout ce que tu as pu nous partager. J'imagine que ça n'a pas été simple. Avant de terminer, j'ai quand même encore deux, trois petites questions pour toi, notamment sur ta vie d'après. On a parlé de reconstruction et tu l'as dit, c'est pas évident et tu penses que ce sera un long chemin. Quels sont tes rapports avec ta famille? Est-ce que la page est définitivement tournée avec tes sœurs, par exemple, avec tes parents, si tu as toujours la chance de les avoir? Et est-ce qu'en tant que femme, tu as réussi ou tu as essayé de refaire ta vie? Donc, comme je te disais tout à l'heure, effectivement, j'ai fait beaucoup d'argent, mais j'ai perdu beaucoup de choses en parallèle. Donc, argent pour moi égale, j'ai perdu ma famille. J'ai fait de l'argent, mais je me suis perdue moi-même. Donc, je n'ai plus le même rapport avec ma famille. L'argent m'a fait perdre ma famille. L'argent m'a fait perdre mes amis. L'argent m'a sali. L'argent m'a détruit. Effectivement, je suis en contact avec ma famille, mais plus comme avant. Je suis scrutée, on me surveille de loin, on me juge sans forcément... en fait, les gens sont devenus hypocrites. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu en parallèle de cet argent. Donc, si c'est à refaire, encore une fois, je ne le referai pas. Et le seul rapport sain que j'ai, c'est avec mes enfants parce qu'ils sont encore petits et qui connaissent pas forcément le passage chaotique de ma vie pendant ce laps de temps. Mais je n'ai plus le même rapport avec la vie. Je n'ai plus le même rapport avec mon corps. Je ne me suis pas remariée, je ne me suis pas reconstruite. Je ne peux plus envisager d'avoir un homme dans ma vie. Mon corps est sali, mon corps est détruit. Et je sais pas, je vais te donner un exemple, comme certaines femmes n'assument pas leur corps parce qu'elles ont des rondeurs ou parce qu'elles ont des cicatrices ou parce qu'elles ont des tatouages. Je n'assume plus mon corps. Je ne peux plus me voir dans une glace. Je me suis tellement salie pendant cette année que je pense que je n'aurai plus jamais le même rapport avec mon corps que ce que j'avais avant. Et aujourd'hui, cette page-là, parce qu'on a donné ton âge au début, mais c'est vrai que peut-être de manière plus simple pour qu'on puisse resituer, elle est tournée depuis combien de temps? La case prison, c'était il y a combien de temps? Il y a 6 ans. 6 ans. Donc 6 ans après, les séquelles, elles sont toujours aussi lourdes. Elles sont toujours aussi présentes. Elles sont toujours aussi... en fait, c'est comme si c'était hier. Je n'arrive pas à oublier. Chaque chose dans mon quotidien me rappelle ce que j'ai fait, qui j'ai pu blesser, pourquoi j'ai commencé et pourquoi j'ai été aussi bête de continuer. Je pense que 6 ans plus tard, on se reverra et je te dirai exactement la même chose. Je n'aurai plus le même rapport avec mon corps et ma famille et mon quotidien qu'avant. Je pense que l'influence que le monde a pu... Enfin, pas l'influence. Je pense qu'on m'a tellement embelli la chose, j'y ai tellement cru que la chute a été très dure. Et à ta sortie de prison, est-ce que ce réseau a essayé de reprendre contact avec toi, de te ramener à eux? Effectivement, ce réseau a essayé de me recruter et malheureusement, il existe encore. Et malheureusement, il y a d'autres filles très jeunes qui y sont encore. Je ne peux pas sauver le monde. J'ai essayé de tirer avec moi les quelques filles avec qui j'avais des affinités. Une petite jeune d'ailleurs de 15 ans qui voulait vraiment pas partir. Une situation assez compliquée aussi familiale. Mais oui, on a essayé de me recontacter, on a essayé... J'ai déménagé je ne sais combien de fois, je changeais d'itinéraire quand je rentrais chez moi, mes enfants changent d'école tous les ans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, mes enfants changent d'école tous les ans. Je déménage tous les ans. Wow. Chaque rentrée scolaire, mes enfants sont scolarisés dans une école différente. Ma mère n'habite plus là où elle habite. Et en fait, je passe ma vie à surveiller mes arrières.
Et en fait, cette peur, j'espère qu'elle me quittera un jour, mais cette peur me suit encore 6 ans après. J'espère qu'elle te quittera un jour, comme tu l'as dit. En tout cas, pour reprendre tes mots, non, tu peux pas sauver le monde, mais tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Et c'est ce J'espère. que chacun devrait essayer de faire par son parcours, par son histoire, par les témoignages qu'on peut entendre. Une fois de plus, merci beaucoup pour la confiance que tu Merci m'as à toi. accordée. Merci pour ce message-là, qui aura, j'en suis convaincue, un impact auprès des plus jeunes générations, en espérant que, oui, le message soit bien passé et que chacun soit plus attentif aussi à ce qui se passe à côté de lui, que ce soit pour des petites sœurs, des petits frères, des neveux, des nièces. Tout à fait. On a chacun un rôle à jouer, d'écoute, de prévention et encore une fois de transmission. Alors merci beaucoup. Merci à toi.